merci d'être là ce soir. Euh, il y a encore des personnes qui arrivent, mais on va prendre en route. On va faire une introduction avant de lancer le sujet. Ce rendez-vous copro dédié aux moyens de production d'énergie renouvelable à Paris, avec un focus du coup sur le solaire et sur le photovoltaïque. Donc, euh, un petit point technique avant de commencer. Donc, votre webcam et votre micro ne sont pas activés, mais vous pouvez poser vos questions dans le chat. Donc, vous avez un onglet chat sur une barre en haut ou en bas de votre écran, selon sur quel dispositif vous regardez ce webinaire. Et on aura un temps d'échange à la fin. On va être plusieurs intervenants de l'Agence parisienne du climat, Monsieur Sittler et Monsieur Lemonnier pour vous présenter un panorama des énergies renouvelables à Paris et puis un zoom sur le photovoltaïque. Et on aura également Monsieur Vaudot qui est président du conseil syndical du 25 rue Sino del Duca, qui va nous présenter un exemple de réalisation de photovoltaïque qui a été fait sur la copropriété. L'Agence parisienne du climat. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une association créée à l'initiative de la ville de Paris il y a plus d'une dizaine d'années maintenant pour accompagner à la mise en œuvre de son plan climat. On a beaucoup d'activités qui concernent pas seulement l'habitat, mais on est notamment guichet unique de la rénovation énergétique à Paris, puisqu'on fait partie du réseau des espaces France Rénov. Euh, voilà. Dans ce cadre-là, on accompagne les copropriétés parisiennes via la plateforme Coche Copro à la rénovation énergétique. Sur cette plateforme, vous trouverez un centre de ressources avec énormément de documents liés à la rénovation en copropriété, un annuaire de professionnels pour trouver des professionnels spécialisés en copropriété qui peuvent intervenir pour vos projets et également des fiches de copropriété rénovées. Où vous pouvez retrouver pas mal d'exemples de réalisation. Si vous avez un projet en copropriété, voilà, même s'il n'est pas encore défini, dès que vous y pensez, je vous invite à vous inscrire sur cette plateforme. Suite à ça, vous allez être mis en relation avec le conseiller ou la conseillère de votre arrondissement et nous, on pourra vous guider voilà, au travers de cette plateforme. Je vais laisser Lucas prendre la main pour nous présenter les énergies renouvelables à Paris. Ok, merci Justine. Tu pourras. Ouais, merci. Donc l'objectif de ces petites slides, c'est de vous présenter en effet les objectifs de la ville de Paris et de comprendre où se situe l'énergie solaire et en particulier les installations de panneaux photovoltaïques dedans. Tout d'abord, là, vous voyez la consommation énergétique à Paris en 2019 et les objectifs de la ville de Paris pour 2030 puis 2050. Vous voyez une nette réduction déjà entre 2019 et 2030 et une diminution qui va s'amenuiser, mais qui va être aussi constante jusqu'en 2050, mais surtout une augmentation de la production d'énergie renouvelable et de récupération à l'intérieur de la ville de Paris. On doit passer donc de à peu près 2000 gigawattheures pour monter jusqu'à 4300. Et pour ce faire, il faudra qu'on utilise différentes formes d'énergie, et en particulier le solaire photovoltaïque. Merci. Pour ce faire, l'Agence parisienne du climat suit la logique ENR choix, qui est une logique proposée par l'ADEME. Et ce qu'il faut bien en retenir, c'est que il y a plusieurs manières de diminuer et d'améliorer notre rapport aux énergies renouvelables. Mais en l'occurrence, pour le photovoltaïque, on va s'intéresser à la troisième partie. Est-ce que... Oui, je vais faire rapidement. Et, euh, et la logique énergie, donc elle propose d'abord une sobriété, puis une efficacité énergétique, mais après, lorsque ce n'est pas possible, elle doit s'intéresser à la production d'énergie qui, qui peut se faire au niveau du bâtiment ou la captation au niveau du bâtiment. Et par conséquent, l'énergie photovoltaïque, elle va arriver
après les autres, en effet, en sixième position. Mais l'ensemble des autres, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est de la production de chaleur, alors que le photovoltaïque, ça va produire de l'électricité, ce qui est une autre forme d'énergie qu'on n'utilisera donc pas au même endroit. Alors que la chaleur fatale, la géothermie, elle pourra servir pour toutes les installations de chauffage. L'électricité pourra servir, par exemple, pour l'alimentation des consommations des parties communes. Donc, c'est ce que je vous disais. Donc, les quatre premières sources solaires thermiques ou les pompes à chaleur, donc le réseau de chaleur urbain ou la géothermie et la biomasse, ça va produire de la chaleur. Ça va pas s'intéresser ça va pas nécessiter les mêmes conditions. Donc, on pourra s'intéresser. Donc, voilà, le solaire thermique et le photovoltaïque, ça va être plutôt sur de la toiture, ah oui, alors que les packs, le réseau de chaleur urbain et la géothermie, ça va être plutôt en sous-sol. Désolé, il y a eu un petit micmac. Je m'excuse pour les flèches en dessous. Et donc, l'intérêt de ce rendez-vous, c'est de s'intéresser particulièrement au photovoltaïque et donc à la production d'électricité. Il y aura potentiellement d'autres rendez-vous pour les autres formes d'énergie renouvelable. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a une réelle dynamique aujourd'hui au sein de la ville de Paris euh, pour le développement du photovoltaïque. Et on le voit en effet depuis 2011, tant en nombre d'installations qu'en production annuelle d'énergie, il y a eu un vrai bond, un vrai gap. Mais alors qu'on est aujourd'hui aux alentours de 3 gigawattheures par an, il faut se souvenir de l'objectif des slides précédentes qui serait de 100 gigawattheures par an d'ici 2030. Et donc l'objectif de ce rendez-vous, c'est de vous communiquer des informations, mais aussi pour nous de comprendre où vous en êtes au sein de votre immeuble. Est-ce que vous en discutez? Est-ce que vous avez des écueils? Et en tout cas, ça, si vous voulez nous en parler, vous pouvez utiliser le chat. En effet, on sera heureux de pouvoir répondre à vos questions. Je vais désormais laisser la parole à Monsieur Lemonnier. Alors, bonjour tout le monde, Charles Lemonnier, je travaille également à l'Agence parisienne du climat sur les questions d'urbanisme et d'énergie solaire. On a prévu une petite présentation avant de laisser la parole à notre témoin du jour pour un projet en copropriété. Euh, J'imagine que dans l'Assemblée, pas mal de gens savent déjà ce qu'est le photovoltaïque, mais on a essayé d'être assez généraliste pour ce webinaire, qui est le premier qu'on fait sur le sujet. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un ensemble de quatre infrastructures principalement. Donc, il y a d'abord le réseau public de distribution d'électricité. C'est ce à quoi vous allez vous rattacher quoi qu'il en soit. Il est très rare en France d'être parfaitement autonome et isolé, et d'ailleurs pas forcément conseillé. Et ça impose un certain nombre de restrictions de sécurité, car il y a toujours des personnes qui peuvent intervenir sur le réseau public en France pour des questions de maintenance. Donc, vous ne pouvez pas injecter l'électricité n'importe comment. Ensuite, il y a le compteur, et on devrait dire plutôt les compteurs, car il est possible qu'il y en ait deux. Un pour savoir ce que vous allez injecter sur le réseau, sortir de chez vous, et un pour savoir ce que vous allez prendre des panneaux et utiliser chez vous. C'est Enedis qui va gérer ces deux aspects-là. Donc le fameux gestionnaire du réseau dans 95% du territoire français et notamment à Paris. Ensuite, vous avez ce qui est moins connu mais important d'un point de vue technique, l'onduleur ou ondulateur. C'est ce qui transforme le courant des panneaux qui est continu en courant alternatif, qui est celui qu'on utilise dans la majorité des cas. C'est donc technique, c'est la pièce qui souvent va être à changer le plus tôt dans la vie d'une installation, mais ça se fait très bien. Et le choix de l'onduleur, si vous en êtes là, c'est que vous avez déjà bien avancé dans votre projet. Et enfin, vous avez le panneau solaire photovoltaïque en lui-même. Donc, on va le décrire un petit peu plus après. Et ne pas oublier son support. Il est très important et crucial de s'intéresser à comment ce panneau va être accroché, posé, lesté pas au toit. Et on ajoute un dernier, en fait, j'ai dit quatre, mais là, cette image ne rend pas compte de la réalité de nous autres à Paris. On habite des immeubles dans la plupart des cas. Donc, vous auriez non seulement les appareils électriques domestiques, mais les appareils communs comme les ascenseurs ou l'éclairage des parties communes. Et il y a un dernier point qu'on voulait souligner, c'est qu'on parle d'infrastructure.
C'est souvent l'approche qu'on a, mais il ne faut jamais oublier qu'évidemment, on ne fait que capter l'énergie du soleil à travers son rayonnement. Et ce rayonnement, il faut savoir qu'il est certes pas égal dans le monde, c'est ce qu'on peut constater ici, mais il est suffisant dans à peu près n'importe quelle partie du monde pour générer une électricité rentable. Euh, Bien sûr, moyennant un certain nombre de dispositifs parfois juridiques, économiques. C'est le cas en Allemagne, par exemple, ou dans les Pays-Bas, où vous voyez que leur situation solaire est moins bonne que la nôtre, le gisement est plus faible, mais là-bas, c'est très développé, donc on peut y aller. Euh, à la slide suivante, on se demande un petit peu, bon, quel aspect ça peut avoir parce qu'on est à Paris et on sait que on vit dans une ville assez patrimoniale, par endroits très patrimoniale, et on fait attention en général dans les différents projets qu'on peut voir à Paris à l'aspect. Là, vous avez un peu ce qui se fait en général, donc la surimposition. On met les termes techniques pour que vous puissiez vous y retrouver sur les sites internet parce que c'est ce qu'on retrouve même si en soi, ce n'est pas forcément ça qu'on va utiliser. Intégrer au bâti, ce n'est pas non plus ce qu'on va utiliser la plupart du temps. C'est-à-dire que là, en fait, le toit est comme troué et à la place, vous avez le panneau. Et enfin, vous avez les bacs lestés ou posés sur les toitures plates. C'est un petit peu ce qu'on va traiter le plus aujourd'hui, notamment avec le témoin après. Et on voulait aussi vous mettre cet exemple, 26 rue Vouillet dans le 15e arrondissement, qui est un des rares exemples en copropriété connus, documentés à l'APC, d'une intégration architecturale ou paysagère. C'est-à-dire que là, les panneaux ont vraiment été intégrés au bâti, mais au moment de refaire une toiture en entier. Donc, ce n'est pas vraiment intégré au bâti, c'est un peu plus que ça. Et on peut entrer dans les détails si vous le souhaitez. Alors ensuite, on a sélectionné 3 idées reçues. Ça, c'est pour aussi convaincre en interne. On sait qu'en copropriété, vous avez beau être convaincu, et certainement que si vous êtes connecté ce soir, c'est le cas. Mais il y a un certain nombre d'idées reçues à battre en brèche chez nos voisins et voisines. Alors, quelle est la durée de vie d'une installation photovoltaïque? Là, je vous laisse quelques instants de réflexion. Voilà, merci Justine. Quelques instants de réflexion. Parfois, on entend 10 ans ou 15 ans. Et du coup, Justine, qu'est-ce que c'est? C'est plutôt minimum 20 ans et en réalité 40 ans, voire plus. Euh, c'est les onduleurs, comme je disais tout à l'heure, qui peuvent, entre 10 et 20 ans, arrêter de vivre. Mais j'ai envie de dire, n'importe quel matériel chez vous, au bout de 10 ans, comme une machine à laver, vous allez penser à le remplacer. Le panneau, c'est un peu plus rustique. Deuxième idée reçue, est-ce que c'est recyclable? Alors là, pareil, petit instant de réflexion. En réalité, souvent, on entend que les panneaux contiennent des terres rares et que du coup, bah, c'est très mauvais pour l'environnement. Alors, réponse à donner. En réalité, 90% peut être recyclé et il existe des organismes qui sont responsables de ça. Là, je n'entre pas dans les détails, mais vous trouvez toutes les informations plus bas sur le site photovoltaïque.info. Et à savoir, qu'est-ce qu'on a dans un panneau? Du verre, donc ça se recycle, du plastique, a priori ça se recycle, mais pas de manière infinie, on est d'accord. Des conducteurs qui aussi peuvent se recycler, du silicium et de l'aluminium. Le silicium, c'est un des matériaux quasiment les plus abondants sur Terre. Donc finalement, le plus compliqué, c'est l'aluminium, en termes d'approvisionnement et éventuellement de recyclage. Mais voilà, globalement, il n'y a pas de terres rares et globalement, ce sont des matériaux qu'on maîtrise bien. Enfin, dernière idée reçue, quel est le bilan énergétique? Est-ce que ça vaut le coup de produire des panneaux, parfois même les faire venir de Chine, pour produire un peu d'électricité? Bon, la réponse, oui. En réalité, le taux ce qu'on appelle le temps de retour énergétique, il est de 1 an, c'est quand même assez peu. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, la production d'énergie que vous aurez obtenue va avoir rentabilisé celle qu'il a fallu pour produire et éventuellement transporter le panneau. Voilà, vraiment, je vous invite à aller sur photovoltaïque.info. Alors ensuite, il est important de se demander pourquoi on ferait pourquoi en fait on mettrait des panneaux photovoltaïques au-delà du fait que la ville de Paris a donné un certain nombre d'objectifs ambitieux. Déjà parce que c'est une technologie qui va croître dans tous les scénarios.
prospectif des organismes qui s'en occupent en France. Il y a une multiplication soit par 5, soit par 15 d'ici 2050 pour atteindre la neutralité carbone. Et c'est une des énergies, en tout cas une des technologies pour produire de l'énergie qui va le plus augmenter. Je ne rentre pas forcément dans le détail, mais vous avez, pour ceux que ça intéresse, les scénarios RTE qui le font. Ensuite, deuxième idée importante, c'est que c'est une technologie qui est devenue très abordable. Peut-être que vous en avez conscience si vous avez regardé les prix récemment des panneaux solaires, mais ils ont été divisés par 10 en 10 ans. C'est assez impressionnant et c'est la technologie qui a le plus diminué son coût, contrairement à d'autres qui ont parfois pu voir son coût augmenter, leur coût augmenter. Alors ensuite, toujours dans l'idée de pourquoi on ferait du solaire photovoltaïque, il y a les aides publiques, parce qu'il y a les avantages environnementaux, on est un peu passé dessus parce qu'on estime que tout le monde ici est un peu convaincu. Avantages économiques, on va un peu développer par la suite, mais on a déjà donné quelques éléments. Et sociaux aussi, il ne faut pas oublier, parce que c'est une énergie locale, on va un peu développer aussi. Après, les aides publiques. Et oui, l'État, même si il n'est pas forcément toujours au plus haut niveau de ce qu'on attendrait en France, il a quand même assuré un certain nombre de choses, notamment le tarif de rachat qu'on va développer juste après, et aussi des primes d'investissement, donc soit à l'autoconsommation, soit à l'investissement lorsqu'il y a une intégration paysagère, comme on l'a vu tout à l'heure pour la rue Vouillet. Localement, vous pouvez regarder les aides de la région Île-de-France, des subventions pour les études préalables, et les aides de la ville de Paris dans le cadre particulier où vous auriez intégré le dispositif Éco-Rénovons Paris Plus que à l'APC vers lequel à l'APC on peut orienter après une phase de diagnostic. Il y a un bonus pour le photovoltaïque. Voilà. Et pour terminer cette slide, c'est un peu une question, c'est que on ne le sait pas forcément, mais on peut produire de l'énergie solaire, oui, et on peut aussi l'échanger entre voisins. Depuis 2016, c'est possible, c'est ce qu'on appelle l'autoconsommation. Et depuis maintenant 2019, on peut faire l'autoconsommation collective entre plusieurs immeubles. On va en parler un petit peu plus, et c'est ça qui est très intéressant à Paris. Alors, voilà, là c'est technique, c'est la partie un peu technique. Mais il est important de savoir que lorsqu'on a posé des panneaux, donc on s'est intéressé à l'énergie solaire, on s'est intéressé aux infrastructures, on s'est intéressé aux avantages et aux idées reçues un petit peu à battre en brèche pour convaincre. Mais en fait, qu'est-ce qu'on fait de l'énergie? On va aller du plus simple au plus complexe. D'abord, il y a ce qu'on appelle la vente totale. Donc vous revendez tout ce que vous produisez à EDF ou à d'autres fournisseurs d'énergie comme Enercop, qui est une coopérative citoyenne et d'autres encore, mais NERCOP est particulièrement présente. Ce qu'il faut retenir de la vente totale, c'est que là, rien ne va être utilisé chez vous. Donc, votre gain, c'est le rachat par EDF à des prix qui sont fixés pour 20 ans. C'est l'avantage, c'est que c'est assez simple. Le désavantage, c'est que ces prix ont un peu diminué par rapport à ce que c'était par le passé. On va le voir après. Deuxième possibilité, vous autoconsommez, c'est-à-dire vous consommez sur place. Mais vous le faites dans les parties communes. Là, attention, on ne parle pas de le faire dans les appartements. C'est ce qui vient après. C'est vous consommer pour votre ascenseur, vos éclairages éventuellement, ou d'autres équipements, sachant que vous ne pourrez consommer qu'au moment où l'énergie est produite. Si vous allumez la lumière quand il n'y a plus de soleil, ce qui quand même risque d'arriver, vous n'allez pas consommer ce qui est produit par votre panneau et vous allez tirer sur le réseau. Néanmoins, il y a des fois où vous allez produire de l'énergie en journée, mais vous n'allez rien utiliser chez vous, donc vous allez avoir un surplus et vous allez vendre ce surplus de la même manière que vous vendriez dans le premier modèle la totalité. Le tarif sera un petit peu plus bas, néanmoins. Troisième possibilité, vous allez consommer sur place dans vos logements, chacun de vos logements, donc on voit que ça passe par les compteurs liquides, chacun de vos logements, et vous n'allez dans ce cas-là pas forcément avoir de vente de surplus, mais c'est possible aussi. Enfin, et c'est ce que j'avais introduit au slide précédent, vous allez avoir l'autoconsommation collective, donc partie commune, vous consommez sur place, éventuellement partie privative, vos appartements, vous consommez sur place, mais aussi éventuellement partie commune, partie privative, d'autres copropriétés, et éventuellement des commerces, des bureaux, des équipements publics, comme des écoles.
Alors, je m'arrête un petit peu là-dessus. Quel intérêt à ça? C'est que toute l'énergie produite plutôt en journée, plutôt l'été, c'est-à-dire tendanciellement à des moments où les copropriétés consomment peu, et ben, pourra trouver très facilement preneur chez le petit commerçant ou le plus gros commerçant du coin ou des bureaux qui sont allumés toute la journée et consomment du coup quand vous ne consommez pas. Idem pour les écoles, etc. Ça, c'est quelque chose qui est plus complexe à mettre en place. Il n'y en a pas encore à Paris qui implique des copropriétés, mais il y a quelques autoconsommations collectives tout de même. En France, il y en a un peu plus de 300. À Paris, il y en a peut-être une ou deux. On n'a pas forcément connaissance de tout, mais on est en train de les développer à l'Agence parisienne du climat aussi. Et enfin, dernière possibilité, euh, qui a un intérêt un peu comme la première, c'est-à-dire que vous vous dédouanez un petit peu de ce que devient l'électricité. Le premier cas, vous vendez tout. Vous avez fixé un contrat une fois et ça dure 20 ans. Le dernier, vous avez en fait donné le travail à un tiers qui est un investisseur qui peut être citoyen ou qui peut être plutôt commerçant, marchand. Nous, évidemment, on va plutôt favoriser les approches citoyennes, mais c'est pas forcément toujours possible. Et dans les deux cas, ce tiers, il va en fait louer votre toiture, vous allez lui mettre à disposition. Il va s'occuper d'installer les panneaux, de gérer, d'entretenir et de vendre à un fournisseur. Voilà. Alors, slide après. Là, on va parler plus précisément des tarifs d'achat parce que c'est quelque chose qui revient souvent dans les discussions. Ça concerne les modèles 1 à 4. C'est la principale aide publique de l'État, comme on le disait plus haut. L'électricité sur le réseau, euh, lorsqu'elle est injectée, est vendue à un tarif fixé pour 20 ans par l'État. L'objectif, c'est tant d'éviter la spéculation que d'assurer une rentabilité raisonnable des installations. En fait, le principal avantage, c'est que vous avez une visibilité pour 20 ans et vous pouvez à peu près savoir jusque combien vous pouvez dépenser et en gros, non pas tant si vous allez avoir un retour sur investissement, parce que nous, ce n'est pas forcément la démarche qu'on favorise. On n'est pas forcément des entreprises en copropriété avec cette idée de rentabilité. Quand on achète une machine à laver, on ne se demande pas si c'est rentable et au bout de combien de temps. On se dit c'est utile. C'est la valeur d'usage qu'on va plutôt mettre en avant. Et la valeur d'usage du photovoltaïque, c'est de bien sûr générer une énergie décarbonée et d'utiliser sa propre énergie. Euh, donc là, si on détaille, vous avez un site internet dont j'ai parlé tout à l'heure, photovoltaïque.info, qui donne très à jour les tarifs qui changent chaque trimestre et qui sont fixés par la Commission de régulation de l'énergie, la CRE. Et vous avez, si on reclique, Justine, les lignes intéressantes pour vous, c'est la puissance qui va être installée. En général, à Paris, on va être entre 9 et 100. Donc là, j'ai pris entre 9 et 36 kWh crête, c'est-à-dire environ, je dirais, entre 20 et 80-90 panneaux. Vous allez avoir 13 centimes d'euros le kilowattheure. Ça paraît pas beaucoup, mais il faut imaginer cumuler des milliers de kilowattheures par an. Enfin, là, on entre un peu plus dans le concret. Ça, c'était un peu les bases. Et bien sûr, on aurait pu en parler plus longuement, mais vous avez plus d'informations sur photovoltaïque.info. C'est qu'est-ce qu'il faut se demander là aujourd'hui pour lancer un projet de photovoltaïque ou le mener à bien. Il y a des questions techniques. On va les voir dans le tableau ici. Quelle est ma toiture? Quels sont nos équipements? Mais aussi, il y aura des questions juridiques, économiques ou d'organisation dans la copropriété qu'on ne va pas aborder aujourd'hui, mais que bien sûr, on peut aborder plus tard pour les personnes intéressées. Du coup, qu'est-ce qu'on regarde pour sa toiture? On regarde si la surface exploitable est en gros supérieure à 200 mètres carrés ou 50 mètres carrés. En dessous, c'est défavorable. Ça ne veut pas dire que c'est inintéressant ou à mettre ou à faire ou à mettre de côté. Attention, la surface exploitable, ce ne serait pas la surface totale. Il faudrait retirer un certain nombre de choses. C'est les édicules, par exemple. Est-ce qu'il y a des ombres portées? Les ombres portées à Paris, en général, c'est les immeubles voisins. Ça peut plus ou moins se voir sur Google Earth. Est-ce qu'il y a un encombrement qui va obliger à bouger les panneaux ou peut-être rajouter une superstructure, ce qui serait un petit peu plus complexe, mais qu'on commence à imaginer à Paris, comme par exemple à 26 rue Vouillet, c'était le cas. Est-ce que ma toiture, elle est toit terrasse ou en pente? C'est vraiment la question fondamentale. Toit terrasse, globalement, il n'y aura pas trop de sujets, y compris
patrimoniaux à ce stade, si vous respectez des principes d'insertion simples, il ne devrait pas y avoir de blocage. En tout cas, un échange sera possible avec les autorités chargées de protéger le patrimoine. Par contre, les taux en pente, on a moins de retours sur expérience, on va être honnête, en tout cas en copropriété, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Ce qui est aujourd'hui un peu un no-go, c'est le zinc. Il n'y a pas de système technique certifié qui permette d'avoir accès aux assurances. C'est souvent le nerf de la guerre, avoir accès aux assurances, et le zinc aujourd'hui, ça n'existe pas. Ça pourrait être développé demain par un fabricant. Ensuite, c'est l'orientation. Si vous êtes en toit terrasse, a priori, vous pouvez orienter par rapport au soleil vos panneaux comme vous le voulez. Mais si vous êtes en pente, ça va être un petit peu plus compliqué de changer la pente et ce n'est pas recommandé d'un point de vue patrimonial. Si vous êtes plein sud ou est plus ou moins 25 degrés, ouest plus ou moins 25 degrés, c'est très bien. C'est assez bien en tout cas. Si vous êtes au nord, c'est pas forcément un no-go. C'est défavorable, mais c'est possible à étudier. Âge de la couverture et de l'étanchéité. Si vous avez une couverture neuve ou ancienne mais à refaire à court terme, c'est bien. Si elle est ancienne ou à refaire à long, moyen terme, c'est plus compliqué. Voilà un petit peu les bases à développer ensuite au cas par cas. Ensuite, avant-dernier slide, je crois. Quelles sont les étapes clés? Par où on va passer? Là, on prend le cas particulier, hein, où vous avez un projet photovoltaïque qui serait en dehors d'un projet de rénovation plus globale de la copropriété. Et le cas où la copropriété est récente, déjà rénovée, dont on considère que comme il n'y a pas de potentiel de rénovation énergétique globale par rapport à ce dont parlait Lucas Sittler tout à l'heure, à savoir que vous n'auriez pas d'intérêt à réduire les consommations par l'efficacité ou la sobriété parce que vous l'avez déjà fait et que vous étudiez le photovoltaïque tout seul. Alors, vous avez en gros 3 étapes principales. Comme dans tout projet, en fait, donc ça parlera aux personnes habituées à ce genre de projet. Soit d'abord vous avez la faisabilité, donc étudier un petit peu ce que le toit de l'immeuble peut recevoir et ce que vous avez intérêt à générer comme électricité, soit en le revendant, soit en l'utilisant sur place, soit pourquoi pas en le revendant ou en l'échangeant gratuitement avec des voisins. Une assemblée générale peut permettre de voter un devis d'étude de faisabilité. Ensuite, vous allez avoir la consultation des entreprises qui vont fournir voilà, un financement plus précis sur la base d'un cahier des charges que vous aurez réalisé. Et vous pourrez voter le devis de réalisation et le devis d'étude structure si besoin. Ensuite, pour les travaux, là, il y aura un certain nombre de démarches et de suivi de chantier à faire, et l'Assemblée devra effectivement enfin avoir voté le devis des travaux. Il y a aussi un peu d'exploitation et maintenance qu'il faut prévoir. C'est environ tous les ans un entretien visuel et un nettoyage si besoin. Ça peut être géré dans des contrats et c'est pas forcément à vous de monter sur le toit, évidemment. C'est pas forcément le gros problème en général. Enfin, il y a une dernière phase qui arrive en tout premier, qu'il faut avoir en tête, c'est avant la faisabilité, c'est la pré-faisabilité, si on peut dire, c'est la préparation. Et c'est un peu la base. C'est souvent le plus difficile en copropriété. C'est là où vous allez avoir besoin de convaincre un certain nombre de gens au sein de votre copro, prendre la décision de se lancer et consulter. Alors, un bureau d'études, si vous avez les moyens, mais aussi, et c'est là que on voulait ajouter ce point, Justine, il y a un dernier élément normalement qui doit apparaître, c'est que voilà, à l'Agence parisienne du climat, on a moyen de réaliser une étude d'opportunité simple, gratuite, indépendante, pour vous donner un peu des repères avant de consulter un bureau d'études. Voilà. C'est ce dont il est question dans le dernier slide. Euh, Qu'est-ce que l'APC peut faire? Nous allons lancer début 2025 un appel à manifester l'intérêt de la part de copropriétés pour sélectionner peut-être une soixantaine de copropriétés motivées à lancer des projets photovoltaïques. Pourquoi? Pour en fait pouvoir un petit peu mesurer pour chacune de ces copropriétés et en général quels sont les principaux freins, les principales attentes et les principaux besoins du coup pour y répondre. Aujourd'hui, ce que nous avons commencé à faire, c'est de réaliser des études d'opportunité. On en a réalisé à peu près une trentaine à la demande des copropriétés qui sont venues vers nous d'elles-mêmes,
qui ressemblent un peu à ça. Elles font aujourd'hui minimum 4 pages. La première page, vous allez avoir un petit peu le descriptif général et la synthèse. Combien de panneaux vous pourriez poser? En première approche, évidemment, c'est tout à fait estimatif. Quelle puissance à quelle puissance cela correspond et combien d'électricité vous pourriez générer par an. Ensuite, dans les pages suivantes, on va détailler comment on est arrivé à ce résultat. Donc, quelle est l'irradiation de votre toiture? On va considérer ici les édicules et les ombres. Ensuite, combien de panneaux on pourrait mettre selon les zones? Et enfin, un petit peu, voilà, combien d'électricité ça générait, comment on pourrait installer les panneaux, sachant que pour aller plus loin, il est possible de demander des données de consommation électrique à l'année, mais avec un pas de temps de 30 minutes, voire moins, à Enedis, qui est donc le gestionnaire du réseau, et de mettre en rapport en fait l'estimation de la production que l'on a grâce à un logiciel au même pas de temps de l'heure ou du moins de la journée, et donc votre consommation pour savoir si vous pourriez consommer tout ou partie et combien de l'électricité générée. C'est ce qu'on appelle l'étude d'autoconsommation. Et limite, et on pourrait presque imaginer faire ça avec des voisins. C'est le cas d'un projet pilote aujourd'hui qui accompagne l'APC dans Paris. Voilà pour moi, et j'espère que ça a pu générer quelques questions et quelques intérêts. L'APC sera disponible du coup au courant d'année 2025 pour les copropriétés intéressées. N'hésitez pas déjà à nous faire part par mail euh, de vos intérêts et on vous ajoutera à ce mail qu'on enverra début 2025. Merci beaucoup, Charles. On a plusieurs questions dans l'onglet questions à réponses, donc on proposait peut-être d'y répondre maintenant. Enfin, en tout cas, c'est à laquelle tu peux répondre avant de passer au témoignage de Monsieur Vaudot. Euh, alors, euh, on a une personne qui demande quels sont les avantages, inconvénients des batteries virtuelles dans ce type d'installation. Donc les batteries virtuelles, je ne sais pas si tu as expliqué ce que c'est. En tout cas, il faudrait peut-être euh, faire une définition, rapide définition de cet équipement. Alors, je ne sais pas si Lucas, tu voudras ajouter un Ou Lucas point. pour répondre aussi peut-être. Me concernant, ce n'est pas un sujet que j'ai approfondi et il me semble que l'Agence parisienne du climat est approfondi. Il a été présenté dans les instances, on va dire, de réseautage professionnel. Donc j'ai une idée de ce que c'est. C'est, pour ceux qui ne connaissent pas, donc en fait un stockage virtuel de l'électricité que vous produisez. C'est-à-dire qu'au lieu de le stocker physiquement, au lieu de le renvoyer, une des solutions dont on n'a pas parlé car elle est très peu plébiscitée en France et notamment à Paris, si vous ne le stockez pas sur place, si vous ne le renvoyez pas sur le réseau, si vous ne le consommez pas vous-même, en fait, cette quantité d'énergie, vous pouvez la stocker virtuellement à travers des contrats que vous allez passer avec une entreprise qui se fait fort en fait de tracer tout ça et de parler avec les opérateurs du réseau pour dire voilà, tel bâtiment a tel budget en fait d'électricité. Voilà, donc je ne saurais pas me prononcer vraiment sur les avantages et les inconvénients. Voilà ce que j'en sais. Euh, je dirais que c'est une forme de capitalisme de l'électricité, donc voilà, avec ses avantages et ses inconvénients. C'est vrai que ça évite de remettre sur le réseau, mais bon, je ne sais pas à quel point vous allez pouvoir l'utiliser plus tard. Et nous, les solutions qu'on préconise, c'est plutôt l'autoconsommation collective. Voilà, je ne sais pas si Lucas, tu as d'autres éléments. Je peux ajouter quelques petites choses. En effet, comme l'a dit Charles, c'est un sujet qu'on sera peut-être amené à creuser à l'APC, mais en tout cas, il y a deux raisons pour lesquelles on en discute assez peu. Euh, Faire de l'autoconsommation, ça permet d'avoir accès à des aides et les batteries virtuelles, une fois qu'on a enclenché on va dire ce processus-là, ben, on n'a plus accès aux aides à l'autoconsommation. Donc ça va à l'encontre de notre perspective actuelle. Et la seconde, c'est que d'après ce que j'avais compris, il y avait des montants limités de stockage en fonction des différentes entreprises qui proposaient ces programmes de batteries virtuelles. Et, euh, et ça pourrait être peut-être pour des toits terrasses importants, quelque chose qui deviendrait limitant dans l'utilisation de ces dites batteries virtuelles. Et encore une fois, à Paris, il y a suffisamment, on va dire,
de possibilités d'auto-consommer, soit dans le bâtiment, soit en collectif, pour qu'on s'intéresse d'abord à cette idée-là, avant la batterie virtuelle. Merci beaucoup. On a également Monsieur Garret qui demandait quel est le problème avec le zinc, donc les toitures en zinc. Donc il y avait une première partie de la réponse, donc ça pose problème au niveau des assurances. Est-ce que tu peux développer un petit peu plus, Charles? Alors oui, en fait, vous avez, quand vous êtes une entreprise fournisseur de solutions technologiques, notamment là de panneaux photovoltaïques, vous avez besoin d'obtenir des autorisations en fait techniques qui vont être contrôlées par le CSTB, le Centre technique du bâtiment, Centre scientifique et technique du bâtiment en France. Et sans être spécialiste de la question, les recherches que l'on a pu mener ont montré que effectivement, il n'y avait pas de système d'accroche qui ait passé les tests du CSTB, soit que ça n'ait pas été demandé, soit que ce soit compliqué, notamment pour des raisons de conductivité électrique, parce que bah, le zinc, à la différence de la tuile, par exemple, c'est que c'est du métal, donc ça conduit. Euh, c'est d'ailleurs tout un point que j'ai pas développé, mais le fait que ce soit une énergie électrique par rapport aux énergies chaleur dont parlait Lucas, ça induit quand même un certain nombre d'avantages parce que c'est assez échangeable, mais aussi de contraintes, puisqu'il y a, comme vous le savez chez vous, des précautions à prendre. Bon voilà, je crois que c'est la raison principale. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas demain, mais c'est pas quelque chose que on va pousser pour le moment. On va plutôt pousser les toits terrasses ou les autres toits en pente, faiblement inclinés peut-être en tuiles ou en ardoise, à Paris. Merci, Charles. Donc, on a deux questions du coup, qui sont liées au périmètre d'action de l'APC. Donc, on me demande si c'est limité à Paris ou étendu à l'Île-de-France, commune périphérique. Donc, pour Alors, moi, l'action de l'APC, elle est vraiment limitée à Paris intramuros. Après, je ne sais pas si ça vous est arrivé de faire des études de faisabilité sur des communes proches. alors, pas nous à l'Agence parisienne du climat, effectivement, mais si vous êtes en dehors de Paris, mais tout de même dans la zone dense du Grand Paris, vous avez de fortes chances d'avoir accès aux services gratuits et comme nous indépendants de d'autres agences locales énergie-climat qui peuvent réaliser. Toutes ne le font pas, mais je sais par exemple que côté Est Ensemble, donc MVE le fait très bien. C'est même eux qui nous ont un petit peu aussi montré certains aspects parce qu'entre nous on échange. Donc je vous invite à regarder quelle est l'agence locale énergie climat sur le site Grand Paris Climat et ensuite de s'adresser à eux. Merci. On a une autre question sur les aides publiques et les aides de la ville de Paris, si elles concernent aussi les monopropriétés. Euh, donc pour moi, je ne sais pas s'il y a des aides la ville de Paris en soi sur le photovoltaïque pour l'instant. Je vais vous laisser préciser. Bah, l'aide, elle est dans le cadre du dispositif Éco-Rénovons Paris Plus, Oui, c'est-à-dire qu'il faut déjà être entré dans une démarche de rénovation globale avec l'idée d'améliorer l'efficacité énergétique et donc aussi là, ce serait une production renouvelable. Ce que certaines copropriétés font, même si ça reste encore assez rare dans le nombre total de copropriétés inscrites dans ce dispositif. La région, elle, c'est pour tout projet, y compris les copropriétés. C'est assez généraliste comme aide, donc nous avons, nous, peu de retours d'expérience, mais on sait cette aide est utilisée, elle est dépensée au niveau de la région. Et enfin, il faut aussi avoir en tête une chose, c'est que les aides à l'investissement ne sont pas cumulables avec les tarifs de rachat par l'État, enfin, assurés par l'État et ensuite par EDF ou un autre fournisseur. Alors ça, c'est assez important, c'est que si vous voulez bénéficier des tarifs de rachat parce que vous avez par exemple une très grande toiture et que vous allez tout revendre ou revendre une grande partie, il faut faire attention à ne pas être subventionné au niveau de l'installation. Peuvent être subventionnées les études préalables ou les études nécessaires à ces installations, ce que fait la région par exemple, mais pas l'installation elle-même. Petite précision.
Merci, Charles. On a une question aussi sur les coûts. Donc, sur d'abord les frais fixes d'entretien et d'assurance annuelle pour une installation. Je ne sais pas si on a une réponse, ça doit dépendre de la largeur de l'installation et de la copropriété. Alors, je les ai plus en On a peut-être tête. une fourchette, Je mais c'est les ai assez plus en compliqué de tête. répondre sur des questions de coûts un peu précises comme ça. C'est quelque chose que nous avons. Je vous invite, la personne qui a posé cette question, à écrire à l'Agence parisienne du climat. Comme ça, on aura la trace et on vous répondra. À moins qu'il y ait un autre moyen de vous répondre plus tard, parce que là, je voudrais pas vous dire de bêtises tout de suite. C'est pas forcément des coûts prohibitifs, hein, ça, c'était quand même l'info à retenir, mais j'ai pas le montant exact. Merci. On a aussi une question sur les coûts de l'étude de faisabilité. Je ne sais pas si on a plus d'idées sur ça, ouais. Encore assez peu, c'est à défricher parce que de notre diagnostic des acteurs et des freins et des leviers qu'on a pu faire en interrogeant des professionnels pour le moment, donc avant de pouvoir interroger, comme on compte le faire, les copropriétés, comme on commence à le faire aujourd'hui avec vous, c'est que très peu de professionnels bureaux d'études, et encore plus architectes, mais ça arrive aussi, euh, interviennent à Paris sur l'installation photovoltaïque. Et quand elles le font peut-être pas forcément de manière adaptée par rapport à vos demandes et vos besoins. Ça, c'est ce qu'on a constaté en général. Alors, ça veut dire qu'on a peu de retour d'expérience. Maintenant, il ne faut pas compter moins de 2000 euros, c'est sûr et certain. Ça, c'est vraiment la fourchette basse, mais 2000 euros, ça paraît que dans les cas de petites copropriétés et encore. En fait, il faut plutôt compter autour de 10 000 euros, peut-être un petit peu moins, mais on est sur cet ordre de grandeur-là a priori. L'étude de pré-faisabilité ou d'opportunité, que certains bureaux d'études font aussi et vont facturer plutôt 1000, 2000 euros, celle-là, elle peut être réalisée par l'APC moyennant voilà, un certain délai aussi de réalisation. Donc à la limite, effectivement, ce que vous pouvez avoir en tête, c'est que la première dépense que vous auriez à faire, elle est de l'ordre de 5-10 000 euros, mais peut-être pas forcément 1000 euros. Ça Merci. permet aussi, désolé de répondre à quelques autres questions. Toutes les questions où vous demandez le nombre de mètres carrés, ça pourra produire combien de mégawattheures, etc. C'est pas si simple puisqu'en fonction des terrasses, il y a des édicules, il y a des particularités, il y a tout ce qu'on vous a présenté. Et c'est pour ça que l'étude d'opportunité de l'APC, qui elle est gratuite, est intéressante puisqu'elle permet en effet de vérifier en amont si c'est possible et après de se lancer dans un projet plus tardif. Et donc, euh, on pourrait vous donner des chiffres, mais qui ne pourraient pas se transférer sur votre cas particulier. Donc c'est pour ça aussi qu'on fait ce webinaire, pour que vous compreniez il y a un enjeu à bien comprendre ce que c'est, ce que votre bâti permet, ce que votre immeuble permet. Et ça, on ne peut pas le savoir sans avoir regardé, a priori. Et Effectivement. d'ailleurs, pour compléter, c'est en engrangeant des études d'opportunité et puis plus tard des retours d'expérience de travaux que au cours de l'année 2025 et les suivantes, on aura aussi une idée euh, de combien peut produire une toiture d'un certain type et d'une certaine taille. À partir de retours d'expérience, on pourra le faire. Mais il faut savoir que les retours d'expérience en France concernent majoritairement des maisons individuelles ou des entrepôts, des hangars, des lieux des lieux de production ou des parkings, évidemment. Donc en fait, on a assez peu sur des bâtiments collectifs en copropriété typiques parisiens avec ces édicules ou ces cheminées. Et c'est vraiment en nous demandant et nous en engrangeant qu'on aura des réponses à ces questions. Merci. Euh, j'ai une autre question d'une personne donc, qui explique être en phase de DTG et avoir demandé aux prestataires de prévoir l'option photovoltaïque sur leur toiture terrasse. La position du prestataire était que ça n'avait pas d'intérêt économique, délai trop long pour un retour sur investissement et que cela décourageait la copropriété d'étudier cette option. Comment avoir un avis neutre et indépendant? Alors, bon, déjà, d'une part, moi, en tant que conseillère pour les copropriétés sur le 20e, euh, enfin, vous êtes quand même client du coup, de ce prestataire et vous avez un droit de leur demander, si la réponse ne vous satisfait pas, de développer un peu plus sur leur positionnement. Voilà pourquoi est-ce que pour eux, cela n'aurait pas d'intérêt économique.
Est-ce que expliquer aussi peut-être que ce n'est pas votre intérêt premier et que pour vous, vous avez peut-être des intérêts écologiques ou autres à mettre en premier. Et après, pour avoir un avis neutre et indépendant, encore une fois, vous pouvez vous tourner vers l'APC et donc vers Charles pour étudier, faire une première étude de faisabilité et qu'on puisse vous dire, en tout cas, interromps-moi Charles si je dis des bêtises, mais donc cette étude de faisabilité qu'on fait pour pouvoir vous dire si effectivement il y a un potentiel. Parce qu'au-delà de l'intérêt économique, il faut effectivement étudier le potentiel. Euh, pour la location de toiture, donc l'option location, qui contacter? Est-ce qu'on a des noms ou des prestataires Là, comme ça, pas encore. C'est un des objectifs qu'on a de lister des professionnels, bureaux d'études architectes et éventuellement, pourquoi pas, tiers investisseurs. Enfin, disons que j'ai pas de nom opérationnel sûr, mais ce que je peux vous inviter à regarder, c'est ce que font les coopératives d'énergie. En fait, il y a Enercop, qui est une grande coopérative en France qui est très innovante sur le sujet. Peut-être d'ailleurs certains d'entre vous connaissent, hein. Je sais qu'ils interviennent encore assez peu à Paris. Ils ont déjà eu à répondre à des sollicitations de la part de copropriétés. Ça s'est avéré pas forcément facile pour des raisons que vous connaissez certainement, de prise de décision. Eux, ils sont plutôt habitués à traiter avec des professionnels qui sont les seuls à décider, entre guillemets. Et voilà, mais cela dit, ils peuvent répondre, on le sait. Après, si vous contactez, et ça on peut peut-être vous mettre en lien, mais avec notamment, je ne sais pas, les copropriétaires de la rue Vouillet ou plus tard donc de la rue Sinodel Ducade aujourd'hui, eh bien, vous aurez peut-être des noms. Non, moi, je ne peux pas vous en dire comme ça. Ok, merci Charles. Le temps avance, donc on va passer au témoignage de Monsieur Vaudot. Il y avait encore des questions, mais peut-être si vous avez surtout, bon, il y a beaucoup de questions spécifiques à vos copropriétés, à vos bâtiments. Donc là, je ne sais pas, Charles, si tu veux peut-être partager une adresse mail sur lesquelles ces personnes peuvent te contacter, ou alors moi, je préconiserais peut-être de vous inscrire sur Coach CoPro pour être en contact avec le conseiller de votre arrondissement, et dans ce cas-là nous, on peut discuter de ça avec vous et travailler avec Charles sur ces questions. Oui, c'est ça. On n'a pas encore de procédure tout à fait calée, mais le mieux, c'est d'utiliser la procédure finalement habituelle. Soit vous êtes déjà inscrit à Coach CoPro et vous avez un conseiller ou une conseillère, et on fera le lien en interne sans problème. On l'a déjà fait pour un certain nombre de cas. Soit vous n'êtes pas inscrit, et dans ce cas-là, c'est l'occasion de le faire. C'est très simple, je crois. Donc, n'hésitez pas. Voilà, donc vous avez le lien dans le chat, le lien d'inscription sur Coach CoPro. Euh, Merci en tout cas pour toutes ces questions très intéressantes et pour vos réponses, Charles et Lucas. Monsieur Baudot, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que, est-ce que vous arrivez surtout à vous connecter? Enfin, vous connecter. Je vous vois connecter, mais à activer votre son. Bon. Vous m'entendez C'est là? bon. Est-ce que Parfait. peut-être que vous pouvez activer votre caméra si vous pouvez, c'est plus agréable pour les Oui, participants. bougez pas. J'essaye. Alors, comment on fait dans votre petit système là? Je l'avais fait l'autre jour. Partage. L'autre, je vais demander de démarrer votre vidéo, ok? Et voilà, C'est vous parfait, l'avez. on vous voit. Ah voilà, ça y est. Merci beaucoup. Donc, Monsieur Gilles Baudot, de la copropriété du 25 rue Sino David Ducas, dans le 17e. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, donc je fais défiler les Bah, slides et vous me c'est donnez le vous signal. qui tournez les slides, hein? Comment? Vous tournez mes slides, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc vous me donnez D'accord, le signal quand je passe à la suivante, n'hésitez pas. parfait. Alors allons-y.
En fait, nous, notre expérience est ancienne. Et donc, les choses ont peut-être changé depuis. Nous, on a réellement démarré en 2014. On a démarré par l'étanchéité des terrasses. On avait des gros problèmes d'étanchéité. Donc, le gros investissement était d'avoir des terrasses propres. Parce qu'ensuite, on va mettre les panneaux, il faut que les terrasses soient propres, soient bien étanches. Donc, on a commencé par cet investissement. Et c'est ce qui a coûté 150 000 euros ou 200 000 euros, hein. C'était donc très important, mais c'était complètement indépendant des panneaux. Si ce n'est que sur votre terrasse, il faudra que votre terrasse soit étanche, parce qu'après, il faudra tout enlever s'il faut faire l'étanchéité. Alors, la deuxième chose que l'on avait fait à l'époque, c'était, on avait des disjonctions dans la copropriété. Vous mettez pas les chartes de la copropriété, là? Comment? Vous voyez les chartes de la copro, vous? Alors, j'ai pas Ma, de prés- ma, graphique. ma présentation, c'est pas... Alors, peut-être que j'avais la mauvaise présentation. En tout cas, j'avais pas de graphique. Je sais pas si. Peut-être que vous pouvez continuer. Cyril va regarder de son côté, voir s'il en retrouve pour les afficher. Parce que la dernière fois, vous les aviez, on les a passés ensemble. Ah, Vous voyez les slides, je... vous? Moi, je ne les vois pas, les slides, c'est pour ça, hein. Vous ne Donc, voyez pas les slides? non, je continue à parler. Est-ce que les gens voient les slides? C'est le principal. Oui, oui, il les voit. Ils les voient. Bon, ben, c'est bien. Donc, on a démarré donc, par par l'étanchéité des terrasses. Ensuite, on avait des disjonctions de Non. temps en temps sur la copropriété. C'était un vieux... pour l'électricité, on a changé le coffret. Et de façon à avoir les ascenseurs qui ne s'arrêtent pas, d'avoir, etc., etc. Parce que c'est une grosse copro, hein. On a 5 ascenseurs, on a 92 copropriétaires, on a deux sous-sols de parking, quoi. C'est un paquebot, hein. On a on a des pompes, on a bon, plein de choses. Tout ça, ça marche à l'électricité. Donc, on s'est focalisé sur l'électricité des parties communes. On avait en gros 100 000 euros, 100 000 kilowatts par an. 100 000 kilowatts, pourquoi? Parce que nos parkings sont éclairés 24 heures sur 24. Euh, on avait avant que des morceaux, mais il y a eu des personnes qui ont été attaquées dans les parkings et la sécurité des copropriétaires a amené à voir les lumières dans les parkings tout le temps. Deuxième chose, on a la VMC, on a une VMC gaz. Et cette VMC, elle tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc on a une consommation entre les parkings et la VMC, une consommation qui est assez régulière. Bien sûr, en dehors de ça, on a toutes les caves, les couloirs, etc. Je vous dis, en gros, on était à 100 000 kilowatts. La première chose qu'on a pu faire en 2017, c'est tout passer en LED. Et là, on est passé de 100 000 à 50 000. On a tout passé en LED, même les parkings, même les tubes, tout est passé en LED. Et là, c'était une très grosse économie, plus les détecteurs de présence. Donc ça, c'était des petits investissements qui étaient rentabilisés dans l'année. Donc ça, c'est la première chose à faire, puisque vous diminuez votre consommation de façon drastique. Ensuite, on a pensé au photovoltaïque, mais nous, on le pensait dans une optique d'économie. Hein, on est une copropriété, les gens ne veulent pas dépenser. Et ce qu'ils veulent, c'est d'avoir une rentabilité. Donc, on a étudié les photovoltaïques dans une optique de rentabilité et de faisabilité. Et je peux vous dire qu'en 2018, quand on parlait de ce genre de solution, les copros étaient tous contre. Donc, la première chose, c'était de convaincre les copropriétaires que ça avait de l'intérêt. Et de l'intérêt, nous, on dépensait à l'époque 8 000 euros d'électricité sur 200 000 euros de frais de copro. Donc c'est minuscule. On pouvait gagner, on disait qu'on va gagner 20%, bah, c'est 2 000 euros, il y a des risques, etc. Donc vous pensez, vous mettez la place des copropriétaires, et notamment ceux qui louent, ils ne veulent pas dépenser pour rien. Ils voulaient vraiment savoir. Donc on a eu toute une sensibilisation de la copropriété, parce qu'autrement, vous avez toujours une personne qui va casser toute la G en posant des questions où vous n'aurez pas les réponses. Donc, ça, il y a eu au moins 18 mois de sensibilité sur cette chose-là. Ensuite, dans le conseil syndical, on était 6 à l'époque, on est 5 aujourd'hui. Il y en avait quand même deux qui étaient très chauds.
dont moi, plus on a un ingénieur de centrale Supélec, plus un autre qui avait une ferme avec des panneaux photovoltaïques. Donc nous, on était convaincus. On avait trois dans le conseil syndical qui étaient convaincus. Alors, on n'a pas pris de bureau d'études. Ce qu'on a fait tout de suite, c'est on a cherché des installateurs et on a fait en gros un appel d'offres. Et les gens sont venus voir l'immeuble, ils nous ont fait des propositions. Tout ça, c'est bien sûr, c'est gratuit parce que dès qu'il faut voter des budgets, les copropriétaires sont contre, en général. Aujourd'hui, ils sont peut-être beaucoup plus mûrs qu'avant. Toujours est-il qu'on a eu tout de suite des propositions. Avec ces propositions, on en discute et on s'éduque. On comprend, parce qu'ils arrivent tous à une convergence sur le nombre de panneaux, sur la surface, puisque vous avez plein d'abacs, hein, je dirais, c'est pas compliqué, si ce n'est qu'il faut savoir l'agencer. Donc on est arrivé très vite sur deux, qui étaient une bonne proposition, et puis il y en a un des deux qui a disparu parce qu'il est tombé malade. Et alors on a démarré petit. On a démarré avec, il me semble, je crois que c'était 18 ou 20 panneaux, uniquement pour tester, parce que il faut convaincre les gens. Donc, on a commandé, on a installé. Alors, au lieu d'avoir on a mis des microcontrôleurs, on n'a pas mis de contrôleurs. Les microcontrôleurs, c'est sur chaque panneau, vous faites un convertisseur. C'est-à-dire que imaginez que vous ayez 10 panneaux avec un seul convertisseur, s'il y a une saleté sur un des 10 panneaux, tout s'arrête. Donc nous, on a pris la solution dès le départ de mettre des microcontrôleurs sur chaque panneau. À l'époque, c'était beaucoup plus cher. Aujourd'hui, les panneaux sont même vendus la plupart avec le microcontrôleur intégré. Donc, on a démarré petit. Et alors, ce qui est extraordinaire, quand on passe de la phase, je dirais, de la phase étude, de rêve, hein, parce que imaginez, on a démarré, on a lancé ces études en 2018, on a fait notre production en 2020. Et quand on voit la production, c'est extraordinaire. On mesure tout. Moi, je mesure, là, je suis pas à Paris aujourd'hui, mais je mesure tout ce qui se passe à Paris. J'ai la température de la terrasse, j'ai ce que produisent mes panneaux, je sais exactement tout ce qu'il en est. On a des mesures qu'on n'avait jamais. Donc là-dessus, au bout de 6 mois, au bout de 6 mois de production en 2020, on s'est aperçu que tout ce que disaient les installateurs était vrai. Et donc, ça a convaincu beaucoup plus les copropriétaires pour avancer. Et derrière, on a fait tout de suite le ROI sur ces installations. On a pu voir que c'était 7 ans et que plus l'augmentation de l'électricité était importante et plus le ROI était meilleur. Et donc, on a fait ensuite des tranches à chaque fois pour tester les nouveaux panneaux, parce que les panneaux, comme vous le disiez tout à l'heure, et les panneaux changent de prix, mais ils changent de puissance. Hein, vous aviez des panneaux qui étaient à 200 watts, après 400, après 600. Donc, sur la même surface, vous mettez plus de puissance. Donc, aujourd'hui, on a fait on est passé, je vous dis, de 20 panneaux. Aujourd'hui, nous sommes à 69. On fait 24 kilowatts. Donc on est inférieur au 36, comme vous le soulignez, c'est le bon chiffre, on est à moins de 36. Parce que derrière, vous devenez un professionnel. Donc on a choisi l'autoconsommation avec revente du surplus. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui voient les panneaux, comment je peux faire pour voir ma On a, présentation? on a des photos des panneaux, donc ici vous Ah, pouvez vous les les voir de avez, plus oui. près. D'accord. Bon, Et je peux. bah, sur la première photo, on voit la toiture. Donc, il me semble que ce qui avait été fait en premier, c'est avec les premiers panneaux installés sur la partie de gauche. On y Voilà, voit alors les... si vous voulez, on a commencé sur une terrasse, Ouais. on a saturé la terrasse complètement, puis ensuite on est passé sur la terrasse d'à côté, et à chaque fois on a regardé ce que pouvait nous donner et la rentabilité, le coût, mais plus on avançait, plus les copropriétaires étaient contents. Et ça, c'est important. Je n'ai plus aucune question sur la rentabilité de l'installation. Aujourd'hui, avec l'électricité a doublé hein, par rapport à l'époque. Aujourd'hui, on fait la même. On continue. Aujourd'hui, on a 31% d'économie
de kilowatts par rapport au consommé. Oui, notre consommation d'électricité, elle est de 46 000 kilowatts. Et en fait, on ne paye que 30 000. Donc, on gagne 31% de la consommation. Et ça, c'est mesuré tous les jours. Et d'une année sur l'autre, vous voyez, on a 2 années où on n'a pas changé la toiture, 2024 et 2023. Eh bien, c'est toujours 31% d'économie. Alors, c'est une économie, mais l'EDF, ils sont pas bêtes. Ils font payer très cher l'hiver parce que le photovoltaïque sert à rien. La consommation du photovoltaïque, c'est 10 fois moins en hiver qu'en été. Globalement, c'est ridicule ce que je consomme, ce que je produis en janvier, février et décembre. Et c'est le moment où l'EDF fait payer 2 fois plus cher ou 4 fois plus cher. Donc, on a changé aussi de producteurs d'électricité. On avait négocié avec Total Energy, avec Engie, etc. Bon, on a optimisé. Aujourd'hui, on est EDF. On est EDF, on fait plus d'appel d'offres. Euh, donc, on a les économies. Aujourd'hui, notre question, c'est next. Qu'est-ce qu'on fait après? Alors, ce que l'on fait après, on a essayé de. Parce que ça, c'est partie commune, hein. Partie commune, je vous dis, il y a nos 5 ascenseurs, il y a les productions, il y a beaucoup, beaucoup d'ampoules partout. Il y a les jardins qui sont éclairés, où on a l'ensemble, et on gagne 31% de la consommation. Donc, la prochaine fois, la prochaine étape, et on l'étudie en ce moment, c'est on a installé des bornes de recharge pour les voitures. On a des voitures électriques. On a actuellement une douzaine de voitures ou rechargeables ou électriques. Et on va utiliser dès que possible, parce qu'aujourd'hui, on l'étudie avec Zplug, mais Zplug n'a pas un gros intérêt à le faire. À utiliser une voiture électrique. Une voiture électrique peut stocker l'électricité pendant la nuit où c'est pas cher, et puis le restituer la journée quand c'est cher. Donc, si vous avez 2 voitures électriques, vous allez gagner beaucoup, quoi. C'est l'intérêt de celui qui a une voiture et c'est l'intérêt de la copropriété. Donc, on va étudier cette chose. Et plus la voiture électrique sera aujourd'hui, on doit avoir 120 voitures, au moins 120 voitures dans le parking, hein. Si on avait 20 ou 30% qui étaient en électrique, alors là, je peux vous dire on ne revend plus rien. On consommera tout, on va uniquement acheter pendant la nuit à EDF. Ça, pour moi, c'est une rupture majeure. Vous avez pu voir que la R5 électrique, elle a cette possibilité-là. Les Tesla l'ont aussi, quoi. Les nouvelles voitures électriques ont toute la possibilité de faire du reverse. Donc ça, pour nous, on va étudier ça comme moyen d'améliorer encore notre rentabilité. Euh, Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Parce que ça, je parle tout seul, je ne vois pas mes charts, mais c'est surtout du vécu. Je peux vraiment. Alors, Oui, il y a une personne qui demande donc de confirmer que vous avez gagné 30% de KE par an. oui. En fait, si vous voulez, on a gagné sur la consommation électrique. Cette consommation électrique, c'est pas la même en été, en hiver, etc. Mais globalement, Oui, sur l'année, au lieu de consommer 46 000 kilowatts, on en consomme 30 000. Donc, ça fait 31% d'économie. ok. Donc à peu près 8 000 euros. Aujourd'hui, on paye 8 000 euros et sans les panneaux, on serait certainement à 16 000 euros. Ok, ouais. C'est ce qu'on avait fait comme étude. Mhm. Mais aujourd'hui, si vous voyez, plus personne regarde parce qu'ils sont sûrs qu'on fait les économies. Mais je vous dis, on ne peut plus installer de panneaux. On a couvert complètement. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on remplace des panneaux anciens de 200 watts par des 600 watts qui vont arriver, mais ils n'ont pas les mêmes tailles. C'est compliqué. Donc, l'autre solution, on pense que c'est la voiture électrique. Donc, je ne sais pas si au niveau de l'APC, vous allez étudier ça, parce que je pense que ça intéresse. On n'a plus besoin d'avoir des contrats, parce que la vente du surplus, c'est nul, hein. C'est pas ça qui fait gagner de la vie. Les subventions, c'est intéressant, si je te qu'on l'a pas encore touché. J'essaye de le toucher, mais c'est très compliqué. Et donc, on va toucher la subvention.
Mais la subvention va arriver 4 ans après l'installation, pour vous dire. Parce qu'il faut... C'était, c'est de quel financeur dont vous parlez? C'est l'ADEME. L'ADEME, d'accord. Ouais. Ben, il n'y a qu'une Ok. seule. On n'a jamais eu de subvention sur nos installations. On a toujours tout payé. Et on va Peut-être à comment... l'époque, j'imagine que c'était pas encore non plus. Ben non, il y a pas Ouais. de subvention. Les gens parlent de subvention, mais c'est sur les bureaux d'études, mais c'est pas sur l'installation. Sur l'installation, il n'y en a pas un, ni la région, ni la France, nulle part. On ne touche rien. C'est uniquement sur la puissance installée. Donc nous, on Mhm. n'a rien à toucher. Mais c'est pas le. Quand je vous dis, nous, on a gagné, on a convaincu la copropriété qui ne cherche que des économies et pas de Mhm. soucis. Donc Mhm. aujourd'hui, je peux vous dire, c'est des solutions qui marchent. Il y a entre deux. Par contre, ce qui est tout à fait anormal, c'est que des gens comme EDF ou Engie refusent de répondre à vos demandes. Parce qu'ils n'aiment pas les immeubles, ils préfèrent vendre ça à des villas où ils font un prix 2 fois plus élevé que la norme, hein. Ça, il faut savoir. EDF, Engie sont 2 fois plus chers. Moi, j'ai une villa aussi où j'ai mis des panneaux. Le gars de l'EDF, je lui ai dit, mais c'est 2 fois plus cher. Il me dit, oui, mais c'est EDF. Non, ben, on n'a pas pris EDF. Donc, mais moi, je trouve que c'est quand même, c'est pas normal qu'EDF ou Engie ne puissent pas répondre à des appels d'offres de copropriété. Ils disent, Effectivement. ils disent que c'est trop compliqué, et c'est vrai que c'est compliqué, parce qu'il y a toujours des copropriétaires, des machins, des trucs. Travailler avec un syndic, c'est beaucoup plus compliqué que de travailler avec le propriétaire d'une villa ou d'un industriel qui, lui, récupère la TVA et amortit ses panneaux. Nous, on n'amortit rien. Si on était un industriel, je vous dis, quand vous avez une ferme, vous installez des panneaux, ben, ces panneaux, ils sont rentabilisés en 3 ans, parce que vous amortissez. Nous, on est importisseur, on paye la TVA, on a une TVA de 20%, ce qui est, s'il vous plaît, mettez une pompe à chaleur, c'est 5%, c'est pas normal. Moi, on a fait des questions à l'Assemblée nationale, mais c'est pas possible. Vous installez une pompe à chaleur, ça va consommer plein d'électricité. Moi, j'ai fait pour notre villa, la pompe à chaleur allait consommer 10 000 kilowatts. Eh bien, c'est 10 000 kilowatts j'ai mis des panneaux, c'est des panneaux à 20% de TVA. On n'est pas cohérent au niveau de tout ça, mais bon, tout le monde le sait. Mais moi, ce que je ne digère pas, c'est qu'EDF et Engie refusent les copropriétés parce que je pense que ça rassurerait toutes les copropriétés. Effectivement. Après, on peut espérer qu'ils évoluent et que leur prise de position change. Donc, c'est des Ah, questions qui se posent de plus en oui, mais plus. je veux dire, les copropriétés, c'est compliqué. Oui, Il y a les ouais, syndics qui on changent, sait vous avez bien. les copropriétaires, le conseil syndical, le truc. Il est normal pour un grand industriel de le faire, mais il Mhm. devrait y avoir du politique qui les pousse. Ils Oui, le feront pas. ouais. Ils le feront pas naturellement, hein. Bon, on attend encore. Voilà. J'ai d'autres questions. Bon, déjà, il y a bon, plusieurs personnes qui ont salué l'idée de commencer par saturer une terrasse avant d'étendre les panneaux ailleurs. Est-ce que ça, enfin, c'était votre idée de base ou c'est un juste milieu que vous avez trouvé en discutant avec les personnes du... Non, pas du tout. On n'a pas voulu faire un gros investissement Hmm. sans vraiment mesurer la rentabilité. Donc, on a démarré par une installation, parce qu'il faut quand même, on a installé, je crois, 18 ou 20 panneaux. Ça peut sembler gros, mais c'est rien du tout. Et tout de suite, on a pu voir la rentabilité estimée a été la bonne. Donc, on a étendu. Ok. Et ça rassure les gens. Oh, donc, faire par étapes, c'est une bonne solution. Il y a plusieurs personnes également qui demandent quel a été l'investissement total, si vous pouvez nous donner une somme totale de l'investissement, et donc quel est le coût d'entretien et d'assurance, et est-ce que vous avez calculé un retour d'investissement? On a reculé. Le retour d'investissement dépend du prix de l'électricité. Donc, au départ, on était à 7-8 ans. Et je pense qu'aujourd'hui, si vous installez de nouveaux panneaux, on est plutôt à 5 ans. Ou ça diminue plutôt. Et sur l'investissement total, est-ce que vous Sur avez une idée du l'investissement, coup? en gros, ce qu'on va dire, c'est que un panneau, quelle que soit la puissance, toute l'installation comprise, c'est de l'ordre de 1 000 euros. C'est-à-dire qu'on a, nous, si vous faites une installation de 20 panneaux, ça va coûter, je dis à la louche, hein, parce que je n'ai pas fait d'appel d'offres depuis 18 mois,
À la louche, quand vous mettez 20 panneaux, l'installation complète, hein, avec les microcontrôleurs, avec l'installation, etc., on va dire que s'il y a 20 panneaux, c'est 20 000 euros. Nous, on a fait 69 panneaux, donc on a dû certainement investir 69 000 euros. Mais je vous dis tout ça à la louche, hein. Mais c'est des panneaux, par contre, qui sont plus puissants. Vous dépensiez 1 000 Mhm. euros par panneau en 2017. Aujourd'hui, c'est toujours 1 000 euros, mais le panneau, il fait 400 watts ou 600 watts. Ok, bah, très, très intéressant. Et est-ce que donc euh, Alors, les... côté assurance, l'assurance, il y a zéro, c'est compris dans l'assurance. Ça fait partie de l'assurance. On n'a pas eu un euro d'augmentation avec l'assurance. C'était une des questions qu'on avait parce que sur une terrasse, il y a du vent, hein. Mhm. Et donc, alors l'installation, c'est un peu pour répondre sur l'histoire du zinc. Effectivement, il faut qu'une installation sur un toit ou sur une terrasse soit validée par le CSTB, donc les spécialistes. Et quand vous achetez le support, il faut regarder la validation, mais ça, les installateurs le savent. Ils vont pas prendre un risque de faire n'importe quoi. Donc, côté assurance zéro, côté entretien, alors, on a eu un petit coup d'entretien. Ben, c'est un copropriétaire qui l'a fait, il l'a fait au jet d'eau, parce qu'on a reçu du sable du Sahara. On a eu tout le toit qui était tout rouge. Donc on a donné un coup d'eau et c'était fini. Il n'y a eu aucun entretien. Ok. On n'a Euh, on n'a pas de contrat d'entretien. oui, pas d'entretien spécifique, vous faites ça quand le besoin se présente. Ben, pour le moment, je dirais, Mhm. on n'a pas eu de problème. Mhm. Parce que si vous voulez, c'est un peu ce que vous soulignez tout à l'heure, les panneaux photovoltaïques, hein, c'est incroyable. C'est 25 ans, mais je vous dis, le copropriétaire qui avait une ferme, il avait installé ça il y a 20 ans. Il nous a dit, oh bon, il doit servir plus à rien. On a mesuré la sortie de production, ben, il sortait en production de 80%. Et c'était il y a 20 ans, des vieux panneaux. Donc, Mhm. je pense que les panneaux, c'est bien. Les microcontrôleurs, normalement, sont garantis beaucoup plus longtemps que les convertisseurs. Hein, parce que vous avez toujours le choix entre les deux. Il y en a un qui est moins cher. Si vous prenez le convertisseur pour 10, lui, il va être moins cher que 10 microcontrôleurs. Mais vous allez le changer plus souvent. Et il faut l'installateur qui vient, il faut faire tout ça. Aujourd'hui, moi, je vous propose plutôt d'acheter des panneaux avec le microcontrôleur intégré. Oui, donc on a une question justement qui demande si vous avez des onduleurs, que Charles Mm. mentionnait quand il expliquait Oui. l'installation, mais il a répondu d'ailleurs dans le chat. Donc ces microcontrôleurs correspondent en fait à des micro-onduleurs, c'est C'est ça, des Charles? micro-onduleurs, tout à Ouais, fait. ok. Excusez-moi, j'ai- Pas de souci, je c'est pour perds, je perds un clarifier. peu le vocabulaire, puisque je dis on n'a plus de soucis. Donc, mais j'ai vu il y a des générations. Alors maintenant, j'ai vu une question sur les pompiers. Si vous coupez l'électricité de l'immeuble, vous coupez les panneaux. Alors qu'aujourd'hui, avec des microcontrôleurs nouveaux, vous pouvez avoir s'il y a une coupure EDF, vous pouvez avoir vos panneaux qui continuent à tourner. C'est avec les micro-onduleurs, les nouveaux, hein. Mais pour les pompiers, il n'y a pas de risque aujourd'hui, puisque dès qu'il y a un problème, ils coupent l'électricité, tout est coupé. Parce que c'est des courants continus, hein, donc c'est un peu dangereux. Ça peut être dangereux et toutes les sécurités sont en place. Euh, donc on a une question sur, si vous avez l'information, quelle est la puissance crête installée sur votre résidence et la Ben, production annuelle, si vous avez des chiffres à nous donner. on a une crête de 24 kilowatts. Ok. Et une production annuelle, Et la production annuelle, on produit, euh, je ne vais pas vous dire de bêtises, on produit. Ah oui, parce qu'il y a production utilisable, c'est-à-dire celle qui est sur laquelle je fais des économies, et puis il y a celle qui est revendue. mhm. Donc la production, si je me connecte dessus, j'ai pas.
En attendant, pour répondre à la question sur, Alors, pour avoir les... en Pardon, allez-y. 2023, on a produit 24 mégawatts. Mais Ok, millions, voilà, voilà. 24, on en a exporté 10 et on a payé 31, voilà. Et on a consommé 46, au mais total. au total. Donc on a économisé 31% de la consommation. Et je pense qu'avec les voitures électriques, on pourrait aller jusqu'à plus de 50%. On a eu une question justement sur les véhicules électriques. Donc, une personne qui demande si reverser signifie que l'on peut réinjecter l'électricité stockée dans la batterie du véhicule. Tout à fait. Mais c'est étudié pour, on va dire, c'est pour ça que ce sont les nouvelles voitures électriques qui ont ce dispositif où vous chargez ou vous déchargez. Vous pouvez décharger la voiture électrique dans la première arrivée et ça charge, c'est surtout utilisé par l'immeuble. C'est naturel sur ces voitures et je pense que c'est assez extraordinaire. Mm, mm, mm. Mais aujourd'hui, nous, pour nos voitures électriques, on utilise Zplug, donc je vais quand même pas utiliser, quoi. Il faut que Zplug soit d'accord pour avancer. Mais ça serait bien. Il voulait qu'on soit projet pilote, mais derrière, Zplug a acheté un autre, donc ils sont aujourd'hui à digérer leur absorption. Mais je pense qu'on était projet pilote. Je vais voir si on peut continuer à l'être. On a une dernière question donc, qui est sur comment avoir les slides de présentation et ceux du témoignage. Donc ça, Cyril, peut-être que tu peux me confirmer, mais je crois qu'on envoie la présentation à tous les participants. Donc suite au webinaire, vous la recevrez par mail. La présentation que vous avez, c'est une présentation qui est ancienne, hein. C'est une présentation Oui, qui donc date de 3 ans, voilà. donc il n'y a pas les 69 panneaux, il n'y a qu'une terrasse. Mais en fait, Ouais. sur le fond, c'est bon. Et moi, Mm, mm. ce qui nous a choqué le plus, je vais vous dire, c'est qu'en hiver, on ne produit rien, quoi. Et quand on Vous dit produisez. on produit, je veux dire, on produit quelques kilowatts, donc on ne pourrait rien faire s'il y avait pas EDF Ouais, pour nous créer de l'électricité. oui. Donc, il est évident, c'est comme on parle du renouvelable, où c'est le vent, s'il n'y a pas de vent, il n'y a rien. Et en hiver, même si le ciel est bleu, vous n'avez pas grand-chose. Mm. Ouais, Donc, l'ensoleillement le, est très le faible. renouvelable avec les, les rotors, quoi, les gros, et puis le photovoltaïque, ça sert à rien. Mm. Ça sert, on a de plus en plus maintenant de clim. Pour la clim, c'est l'été. Alors là, je peux vous dire qu'on a de la production. Et c'est pour ça que également EDF fait payer moins cher l'été parce que ils sont en surplus. Donc le bilan économique global, je ne sais pas. Pour Mm. nous, on fait des économies, mais on ne peut pas être un renouvelable complètement. J'y crois pas. Bon, pour l'instant, au niveau technique, en tout cas en copropriété, c'est Alors, par compliqué. contre, on a regardé les On batteries, a, hein, parce que vous oui, aviez des questions sur les batteries. J'ai regardé les batteries, les batteries, mais nous, on consomme quand même pas mal. Et donc, la batterie nous ferait gagner en gros 2 heures avec le tarif gros, mais la rentabilité n'est pas encore bonne. Je pense que la mm, rentabilité d'une batterie euh, sera toujours inférieure à celle d'une voiture électrique. C'est un peu notre première étude. Alors, on a essayé d'accord. aussi de mettre des pompes à chaleur pour la partie privative. Mais les pompes à chaleur, c'est impossible. Mm, C'est pas du tout compétitif. Je parle de pompes à chaleur RO, hein. mm, Par contre, pour les installations, parce qu'aujourd'hui, on marche au gaz dans les appartements, ceux qui sont contents, c'est ceux qui utilisent la clim, air-air, plus le gaz pour l'eau chaude. Mais il ok. faut, il faut déjà avoir une clim, il faut avoir un balcon. Tout le monde n'a pas de balcon, mais dès qu'on a un balcon, on Mm, peut mettre la clim. mm, mm. Ouais, c'est plus compliqué, plus rare à Paris. On a une dernière question
Donc, c'est où ont été fabriqués les panneaux que vous avez choisis. Ils sont tous chinois. Pas vrai, non, c'est pas vrai. Si, ils sont tous. De toute façon, tout ce qui est partout dans le monde, les cellules sont chinoises, hein. Parce que ce qui coûte, c'est la cellule. Derrière, il y a le montage où on met les cellules dans un truc. Tout ça, c'est chinois. On s'est laissé complètement avoir par les Chinois parce que c'est des gros investissements de silicium. Ben, ils l'ont fait très tôt. Eux, ils en installent c'est les plus gros consommateurs de photovoltaïque, ce sont les Chinois. Consommateurs et producteurs, c'est eux qui font tout. Les sociétés qui sont installées aux États-Unis ou en Europe font faillite les unes derrière les autres. Même Total Energy. Total Energy, on avait commandé les produits chez eux, puis finalement, ils n'ont jamais pu les livrer. Ils ont revendu leur filiale parce que la rentabilité n'y est pas. Donc les Chinois, ils ont aujourd'hui une avance et en prix, c'est incroyable. C'est pour ça, alors là, ça dépend pas de la France, je dirais, c'est un combat avec la Chine, mais la Chine a pris une avance. Je ne sais pas comment. Je sais que Breton en a parlé pour le faire dans 2, 3 ans, mais il faudrait quand même que l'Europe investisse beaucoup plus que ce qui est prévu. Donc, c'est du On est chinois, pour d'accord. répondre à votre question, c'est du chinois ou les cellules ou des gens qui construisent en France, mais à partir de cellules chinoises. Il y a un bon constructeur pour ma villa, j'ai pris des panneaux français, quoi, 10 français, parce qu'ils sont, mais les cellules sont chinoises. Très bien. Merci. Et une toute dernière question, parce que c'est vrai que c'est pas précisé sur la présentation. Quelle est la surface de votre toiture En autre surface, je crois à peu que, près? parce qu'il y a la surface et puis il y a ce que vous disiez tout à l'heure, il y a les édicules. Parce que nous, il y a toutes Ouais. il y a toutes les VMC, etc. Je crois que notre surface, je ne veux pas dire de bêtises, hein, c'est de tête, c'est 1250 mètres carrés. Ok. 1250 mètres carrés, mais en sachant que toute la surface n'est pas exploitable, donc Bah, il faut écoutez, des les édicules. panneaux, si on a mis 69 panneaux, un panneau, on va dire que c'est 2 mètres carrés, euh, ou à peu près 2 mètres carrés. Donc, vous voyez que mais il y a des espaces, hein, il faut Oui, de oui. l'espace, etc. On le voit Donc, bien sur la mais, photo. donc vous voyez que il faut regarder l'ombre, parce que quelquefois, on avait mis on avait mal déposé disposé un panneau. Ben, il produit moitié moins que les autres. Parce que il faut que ça produise le plus tôt possible le Ouais, matin et le plus tard le soir. effectivement. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va clôturer la présentation. Voilà, je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à rajouter, Monsieur Vaudou, un mot de conclusion Non, ou je trouve que autre. c'est bien, c'est que vous Non. faites la promotion de tout ça. Mais je vous dis, il y a vraiment euh, je Il y a dirais, encore du travail à faire. il y a du démultiplicateur qui arrive avec les voitures Mhm. électriques, et je pense que ça peut engendrer plus de voitures électriques et plus de panneaux photovoltaïques. Ça peut créer un effet d'entraînement. Et les bureaux Bon, d'études, ça peut les faire travailler aussi. effectivement. Merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage qui était très intéressant et qui a été très apprécié. Comme on l'a précisé, la présentation, les slides seront envoyés aux participants et vous pourrez retrouver ce webinaire en replay sur la chaîne YouTube de l'Agence parisienne du climat. Vous avez le lien sur le chat. Vous pouvez aussi le retrouver facilement pour l'envoyer à vos copropriétaires, voisins qui seraient intéressés. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Au Merci. revoir. Au revoir. Au revoir.